Bon, bonjour à tout le monde. Je remercie toute l'équipe pour être présent. Merci beaucoup à, à tous les participants de notre Côte du Sourire en Afrique. Nous remercions professeur Guèche et son équipe pour l'invitation à partager avec vous ce séminaire. Et aujourd'hui, c'est le professeur Tariq Assela qui fera la présentation en français. Je vous demanderai de garder vos interfaces en silence jusqu'au moment où on prendra les questions, afin que des bruits de fond qui pourraient exister chez vous ne viennent pas perturber toutes les personnes dans la conférence. J'ai donc aujourd'hui le plaisir d'accueillir le professeur Asla, Tariq Asla, à ce webinaire. Professeur Asla est professeur titulaire des pathologies. Alors, d'abord, il est docteur en médecine et donc titulaire d'un doctorat en virologie, mais aussi il soigne des patients au fameux hôpital Beaujon de l'assistante publique des hôpitaux de Paris, à Clichy. Il enseigne à l'Université de Paris-Cité. Il est aussi responsable d'une équipe sur les hépatites virales à l'Institut national de santé et de recherche médicale, avec un intérêt particulier sur l'inflammation. Les domaines de recherche du professeur Asla comprennent d'abord les maladies chroniques du foie, la médecine transactionnelle, la médecine de précision et le traitement des hépatites virales. Le professeur Asla est aussi coordinateur pour de nombreux essais cliniques internationaux sur les thérapies pour les hépatites virales, avec un intérêt particulier pour le développement en phase précoce, donc les phases de 1 à 3. Il a ainsi coordonné au niveau international d'importants essais cliniques tels que Solstice, euh, Octopus avec Janssen et Endurance 4 avec AbbVie. Il est donc expert pour les recommandations sur l'hépatite delta pour l'ISL, l'Association européenne pour l'étude du foie, ça en 2023. Tout ce travail vient publier sur plus de 300 articles en hépatologie dans des revues de premier plan telles que le New England Journal of Medicine, The Lancet, Gastroenterology, Hepatology, Journal of Hepatology, etc., ayant accumulé plus que 15 000 citations au total. Il a été sélectionné comme Rising Star en gastroentérologie en 2009 par the United European Gastroenterology en reconnaissance de son travail scientifique exceptionnel. Il a aussi été récompensé pour ses études génomiques sur le virus de l'hépatite C en 2005, donc il y a plus de 20 ans, par l'Association française des maladies du foie, et pour son leadership en hépatologie en 2019 par la Société tchèque d'hépatologie. En 2023, professeur Asla a reçu le Faculty Outstanding Research Output Award de la faculté de médecine Li Ka-shing de Hong Kong. Et l'année d'après, en 2024, il a reçu le prix présidentiel de l'Association Asie-Pacifique pour l'étude du foie, à la PASL, en 2024, donc à Kyoto. Donc il a une expérience très large et placée de façon unique pour nous parler justement de ce sujet tellement important qui est l'éradication de l'hépatite C. Professeur Asla, à vous de jouer. Merci beaucoup, merci Stan pour cette introduction, ce très gentil message. Merci à toute l'équipe de Bob Gish, à Brenda et merci à High Sky pour organiser aussi ces séminaires. Je voulais remercier Stan qui a beaucoup soutenu, aidé cette session. Et donc, chers amis, je suis avec vous pour répondre à toutes vos questions pour le programme d'élimination des hépatites virales, la Côte du Sourire de l'Afrique. Parmi vous, je connais beaucoup d'amis. Et donc, on va discuter du rôle clé de l'élastographie dans la classification des maladies hépatiques, l'établissement de parcours de soins cliniques pour le suivi et la surveillance des malades. Et ça se veut interactif pour la prise en charge avec des messages cliniques. Donc, je suis à votre disposition. Vous pouvez utiliser le chat, discuter pour échanger des questions. La diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, vous savez que les hépatites B et C en 2022
par région de l'OMS, on sait que l'hépatite C est un problème majeur de santé publique. L'hépatite C est présente notamment en grande partie dans 6 pays, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan, la Fédération de Russie, les États-Unis d'Amérique, représentent 50% de la prévalence mondiale. Et on sait que l'hépatite C est un problème aussi en Afrique subsaharienne, où il y a besoin de tests de dépistage, de tests de classification de la fibrose pour prioriser les traitements. En ce qui concerne l'hépatite B, 3 pays, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, représentent 50% de la prévalence mondiale en 2022, mais on sait qu'il y a des prévalences élevées aussi en Afrique, avec la nécessité d'améliorer le dépistage, le lien dans les hôpitaux, et on sait qu'en Afrique aussi, il y a aussi des hautes prévalences de la maladie et qu'il faut avoir des tests rapides d'identification, un parcours du patient identifié, l'accès au traitement. Et au fait, la classification des malades est importante pour savoir quel malade doit avoir accès en priorité au traitement et à la prévention et au dépistage du cancer du foie. Stan, la suivante. Donc la situation mondiale en matière de prévention et de contrôle des hépatites demeure grave, demeure sévère. On sait que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait un objectif important d'éliminer les hépatites virales, en tout cas de les rendre plus rares, y compris pour le virus de l'hépatite B, en tant que menace de santé publique en 2030. Et on voulait de diminuer de 90% l'incidence, donc les nouveaux cas, et de 65% la mortalité. La population totale est d'environ 254 millions de malades. On sait que 86% ne sont pas diagnostiqués, puisque c'est des maladies silencieuses. On ne cherche que ce qu'on trouve, et donc c'est important de dépister. Et malheureusement, il n'y a aucun signe, aucun symptôme, jusqu'à ce qu'il y ait trop de symptômes, une maladie grave avancée, un cancer, et c'est trop tard. 97% de la population dans l'hépatite B n'est pas traitée. Et donc en 2022, seulement 13% des personnes atteintes d'hépatite B chronique dans le monde ont été diagnostiquées et moins de 3% étaient sous traitement. Pour l'hépatite C, vous voyez qu'il y a 50 millions de malades. Il faut savoir que c'est des estimations, hein, ce n'est pas des chiffres absolus. Mais vous voyez aussi que 63% n'étaient pas diagnostiqués, 80% n'étaient pas traités. Donc c'est une situation qui est un peu triste parce qu'on sait que dans l'hépatite B, il y a un vaccin qui est très efficace, il y a des traitements. On sait que pour l'hépatite C, il y a des traitements qui éliminent le virus. On sait que dans l'hépatite B, il y a eu le prix Nobel de médecine avec Bloomberg. Pour l'hépatite C, il y a eu les prix Nobel avec plusieurs personnes qui l'ont reçu. Et donc, normalement, on a les outils, les moyens pour aller vers l'élimination des hépatites virales. Diapositive suivante. Donc, il est urgent d'améliorer les mesures de prévention et de contrôle de l'hépatite. Alors, vous voyez qu'on aimerait en 2030, mais visiblement, d'après des modèles, on n'y arrivera pas. L'hépatite B reste un problème majeur. L'hépatite C reste un problème majeur. Si aucune nouvelle mesure n'est prise, l'objectif d'éliminer l'hépatite ne sera pas atteint, même en 20 ans. Et on sait qu'actuellement, il y a beaucoup de contraintes économiques, il y a beaucoup de situations difficiles, il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations vulnérables et actuellement, malheureusement, qui ont encore l'hépatite B et l'hépatite C. Et on est dans ce séminaire tous ensemble pour essayer d'améliorer la prise en charge des malades. Vous voyez que 90% des patients, des diagnostics ne sont pas faits, les traitements à 80%, vous voyez le nombre d'années qu'il faudrait pour atteindre ces résultats. Et je remercie Stan qui utilise la flèche de manière très adéquate pour me montrer tout ça. Diapositive suivante. Alors aussi, on a la MASH, la maladie métabolique du foie, qu'on appelle aussi maladie du soda, de l'obésité, du diabète. Et on sait que dans le monde, il y a une augmentation de la prévalence de l'obésité, du diabète, avec un risque de maladie du foie qui peut aboutir vers la cirrhose et le cancer du foie. Alors, sur votre gauche, sur le dessin, vous voyez la prévalence mondiale de la maladie métabolique qui a atteint 40% des cas, avec une augmentation, l'incidence a rapidement progressé due à l'épidémie, à l'augmentation de l'obésité et de la diabète. Sur votre droite, vous voyez la progression et la prévalence de la stéatose, de la graisse dans le foie. Vous voyez la masse, la mâche, la cirrhose, le cancer du foie. La stéatose hépatique peut évoluer vers la maladie métabolique, une cirrhose et même un carcinome hépatocellulaire.
En conclusion, l'absence de symptômes ne signifie pas qu'il n'y a pas de maladie. Il y a une maladie qui progresse. Cette fibrose est un facteur important pour prédire la progression de la stéatose hépatique. Donc la fibrose dans le foie, c'est un élément pronostic majeur et il faut essayer d'évaluer la fibrose parce que si on a beaucoup de fibrose, il y a un risque de cirrhose de cancer du foie, que ce soit pour la MASH, pour la maladie métabolique, pour les hépatites virales. Et donc c'est très important d'avoir un bon diagnostic pour bien prendre en charge les malades, les prioriser pour les traitements et les prioriser pour le dépistage du cancer du foie, parce que le cancer du foie survient le plus souvent sur une cirrhose. La suivante. Donc, le diagnostic de fibrose hépatique est essentiel au diagnostic et au traitement des maladies hépatiques chroniques. Vous voyez sur ce schéma, de la gauche à la droite, un foie sain et au début donc d'une infection, hépatite virale, stéatose, maladie métabolique, on va avoir sur 5 ans une fibrose hépatique qui est réversible si on arrête l'élément agressif. Donc, si on traite l'hépatite C, l'hépatite B, on va avoir une régénération hépatique. Si on laisse évoluer la maladie, avec l'obésité, le diabète, l'hépatite C, l'hépatite B, on peut évoluer vers une cirrhose avec une incidence sur 5 à 30 ans d'insuffisance hépatique, donc le foie ne fonctionne plus, ou de cancer du foie, de carcinome hépatocellulaire. Et là, malheureusement, si le carcinome est métastatique, c'est irréversible et on aboutit au décès. Et donc, c'est des choses qu'on ne souhaite plus. On aimerait faire de la prévention, traiter en amont. Donc, il est cliniquement reconnu que la fibrose hépatique, à un stade précoce et réversible, une intervention précoce peut contrôler le processus pathologique, améliorer l'évolution de la maladie. Si la maladie avance et qu'il est trop tard, malheureusement, on ne peut plus rien faire. La suivante, s'il vous plaît. La biopsie, c'était la méthode initiale, ancienne, de référence pour diagnostiquer la fibrose hépatique, mais elle n'est pas adaptée au suivi de routine. Vous voyez, la biopsie, c'est un examen qui est invasif, c'est-à-dire que ça va entraîner des douleurs dans 5 à 20% des cas. On sait qu'il y a des complications graves d'environ moins d'1% des cas, avec un risque d'hémorragie, d'hémopéritoine, et puis il y a aussi un risque de mortalité. Même s'il est faible, ce risque existe. On sait que la douleur, les complications et le taux de mortalité dépendent aussi du nombre de passages. Donc, plus on fait un nombre de passages, plus ce risque de douleur augmente. La taille du tissu ensuite est réduite et il peut y avoir des erreurs d'échantillonnage. Si le prélèvement est trop petit, on n'apprécie pas la qualité de l'examen et donc on peut passer à côté d'une maladie plus avancée. Et donc, c'est vrai que c'est important qu'on ne peut pas répéter cet examen régulièrement. Ça, c'est l'examen invasif de biopsie du foie. Et donc, on souhaite avoir des examens qui sont moins invasifs, d'où le développement des techniques non invasives de mesurer la fibrose du foie, puisque c'est cette fibrose qui est l'élément pronostic majeur qui va dire si les patients sont à risque de cirrhose. La suivante. Et alors, vous avez deux méthodes pour le diagnostic non invasif de la fibrose des maladies du foie. Vous avez les marqueurs sériques, donc c'est haute applicabilité, c'est une prise de sang, c'est des indirects, des marqueurs indirects, c'est non spécifique, ils ne sont pas capables de bien faire le degré. Puis il y a l'échographie qui vraiment va montrer s'il y a vraiment des modifications tardives de fibrose avancée, un peu de stéatose si le foie est gras, mais l'échographie et les indicateurs sérologiques ont une faible efficacité diagnostique pour la fibrose hépatique précoce. Si le diagnostic précoce de la fibrose est insuffisant, le moment optimal pour le traitement reste d'être manqué. Donc il faut développer d'autres méthodes que les méthodes traditionnelles qui sont malheureusement pas fiables, pas avec une très bonne efficacité diagnostique. La suivante. Et donc, ont été développées l'élastographie, qui rend possible le dépistage et le diagnostic précoce des maladies du foie. Donc, de gauche à droite, vous avez un foie sain, puis une fibrose minime à un stade précoce, où c'est intéressant de faire le diagnostic pour réverser cette fibrose et récupérer un foie normal. Et puis ensuite, une fibrose très avancée, une cirrhose, avec là, finalement, une maladie trop avancée, trop sévère, et parfois il est trop tard. Et donc, on va évaluer avec l'élastographie, peut détecter la fibrose à un stade précoce intermédiaire. C'est très sensible, c'est capable de détecter une teneur en graisse aussi, supérieure à 5%, et de différencier le degré de stéatose.
Donc ça permet d'une part d'avoir la fibrose, qui est un élément pronostic majeur, et la stéatose aussi pour le diagnostic de maladies métaboliques du foie, qui est de plus en plus fréquente, puisqu'on sait que la prévalence de l'obésité, du diabète, de la maladie métabolique augmente dans le monde. Donc, ça a un double intérêt, l'élastographie. Stan, la suivante, merci. Et donc, vous avez les principes de fonctionnement. Donc, vous avez finalement une onde, une mesure de l'élasticité et de la dureté du foie, la mesure de la rigidité du foie. Donc, les ondes de cisaillement se propagent dans les solides, leur vitesse de propagation augmente dans les tissus plus ils sont rigides. Par vibration mécanique, la sonde génère une onde de cisaillement contrôlée à basse fréquence qui se propage de la peau jusqu'au foie. Les ultrasons en haute fréquence permettent de suivre, de mesurer la vitesse de propagation des ondes de cisaillement et donc la mesure de la rigidité hépatique, l'élasticité, liver stiffness, est calculée à l'aide d'un modèle reflétant le degré de fibrose hépatique et on va pouvoir quantifier la fibrose hépatique. Donc vous voyez sur votre gauche, 6,4 kPa, c'est une fibrose minime qui commence et donc on peut diagnostiquer la fibrose dès les stades précoces initiaux dans ces maladies. La suivante. Alors les principes de fonctionnement, vous les avez vus. Alors c'est vrai aussi pour la stéatose. Les ondes ultrasonores s'atténuent dans le corps humain en raison de l'absorption, de la diffusion de la réflexion. Dans la stéatose hépatique, les hépatocytes accumulent des gouttelettes de graisse, de triglycérides, ce qui augmente considérablement la diffusion des ultrasons. Plus la stéatose hépatique est sévère, plus la diffusion des ultrasons est prononcée et plus l'atténuation acoustique est importante. Le paramètre d'atténuation ultrason est calculé à l'aide d'un modèle reflétant le degré de stéatose hépatique et donc on peut quantifier la stéatose. Plus la stéatose hépatique est importante, plus la valeur sera élevée du CAP et donc ça permettra de voir s'il y a beaucoup de graisse dans le foie. Donc c'est très intéressant puisque ces deux examens, l'élastographie va voir la fibrose et la stéatose. La suivante, s'il vous plaît. Et donc, l'ingénierie tissulaire permet un suivi quantitatif de l'évolution complète des maladies hépatiques au sein des différentes populations. Donc, on a la population générale, avec un foie sain, on a des patients sans symptômes, mais qui vont avoir une fibrose, qui vont avoir un cirrhose, un cancer du foie. Et donc, on va permettre de faire le diagnostic quantitativement, le degré de fibrose et stéatose, rendant possible le dépistage et le diagnostic précoce des maladies du foie, avant que la maladie soit trop grave, avec un cancer du foie. Et donc, comme c'est des maladies qui sont asymptomatiques avant qu'il y ait le cancer du foie, c'est très important d'avoir ce diagnostic précoce, et d'où l'importance de cet examen. La suivante. Et donc, vous avez l'avantage par rapport à la biopsie conventionnelle, c'est que c'est non invasive et c'est indolore. On pose juste une sonde, comme une sonde d'échographie, face à la paroi du patient. Ça a une haute précision, c'est reproductible et ça donne des résultats quantitatifs. Donc vous voyez, vous comprenez que l'élastographie à vibration contrôlée joue un rôle important dans le diagnostic de l'affection, le choix du traitement, le suivi de son efficacité, l'évaluation du pronostic. Donc ça permet à chaque étape de la prise en charge du patient de connaître finalement la sévérité, élément pronostic, la prioritisation pour le traitement et le suivi du traitement. La suivante. Alors vous voyez l'évaluation de la fibrose hépatique par l'élastographie tout au long du traitement et du suivi du patient. Alors vous avez diagnostic, et donc ça permet de faire le diagnostic, c'est les recommandations aussi de l'Organisation mondiale de la santé. Méthode de choix pour déterminer s'il y a une fibrose hépatique sévère ou pas sévère, c'est aussi les recommandations de la Société européenne, la Société Asie-Pacifique, la Société américaine. Choisir un traitement, c'est-à-dire que, au fait, on priorise, c'est-à-dire que si la fibrose est avancée, il faut traiter rapidement pour bloquer l'évolution de la maladie, éviter la survenue d'un cancer du foie, d'un carcinome. Vous voyez l'efficacité du suivi. Au fait, on peut voir finalement, grâce au traitement, la réversibilité de la cirrhose et donc la diminution du chiffre d'élasticité
et notamment aussi l'amélioration de la stéatose. L'évolution du pronostic, les patients doivent subir des analyses régulières de marqueurs sérologiques, des tests, et donc surveiller les complications. Alors il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est que on va aussi mesurer l'élasticité, et les patients qui ont une élasticité élevée, qui ont une cirrhose, sont à risque de carcinome hépatocellulaire. Et donc, s'il y a un risque de carcinome, il faut faire de la prévention et faire une échographie. Alors, diapositive suivante, s'il vous plaît. Je Donc vais ça, c'est changer, la première. je vais changer la slide. Merci, Stan. J'en profite pour remercier à nouveau Brenda, Stan, qui est High Sky et toute l'équipe de Bob Guiche qui organise très bien cette formation. Great job, Tarek. Merci beaucoup. C'est très Merci bon. beaucoup. Merci beaucoup. Donc on passe au deuxième. Et pendant que Stan met le deuxième topo, j'en profite pour vous dire que vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat, discuter. On est là pour échanger entre nous. Et à la fin, Brenda prendra les questions, vous les présentera à Dr. Asla et nous pourrons avoir du temps pour cette discussion. Vous devriez voir la prochaine, la diapo de la prochaine section, la section 2. Je ne l'ai pas encore là. Alors attendez, je vais passer sur... excusez-moi pour ce... Je vous en prie. Hop, voilà. Est-ce que c'est là maintenant? Ah, parfait. Très bien. Donc nous passons maintenant aux données cliniques, les recommandations et les pratiques. Donc c'est très important. Donc on a fait l'épidémiologie, l'histoire naturelle, l'importante, et maintenant on va donner les recommandations. La suivante, s'il vous plaît. Et Stan, si on peut les avoir en diaporama en plus grand. Stan, it's in the lower right corner, Stan, little button that shows the camera. Excellent. Donc, vous voyez ici que cet examen donc, est non invasif, précis, quantitatif, rapide. Il peut être fait au lit du malade. Il assure le dépistage, le diagnostic, le traitement précoce des maladies chroniques du foie. Donc, vous avez la carte de guidage d'image haute définition. Vous avez ensuite le degré de fibrose quantitatif par la valeur de l'élasticité au milieu. Et à droite, vous avez le degré de stéatose, une valeur quantitative, valeur qu'on appelle le CAP ou l'UAP, et la fibrose, c'est l'élasticité. Donc, par exemple, dans cet exemple, vous avez une élasticité à 8,4, c'est une fibrose modérée, et vous avez une stéatose à 200, donc pas tellement de stéatose pour ce patient. La suivante, s'il vous plaît. Donc, il y a une certification mondiale, vous voyez la certification FDA, la certification australienne, au Japon, en Corée, en Russie, l'Union européenne. Donc, c'est des examens qui ont été validés avec une certification des autorités. La suivante. Alors, il faut, par rapport à la technologie, un guidage par ultrason, méthode de localisation scientifique intuitive, une sonde de fréquence applicable aux patients de différentes tailles corporelles. On a une sonde de fusion multimode intégrant l'imagerie ultrasonore et la mesure de l'élasticité. On a une numérisation multicanaux des informations tissulaires, un volume d'échantillonnage de détection de 30 cm3, ce qui est 1000 fois plus grand que le volume d'un échantillon de biopsie. Vous voyez que la biopsie, c'est une toute petite partie, et donc il y a beaucoup de biais. Et là, on apprécie un volume beaucoup plus grand du foie. La suivante, s'il vous plaît. Alors, 4 avantages techniques majeurs. C'est une technologie dynamique à large bande brevetée. Ça améliore le taux de réussite de la détection. On a des plages de fréquence de 1,5 à 5 MHz. On améliore l'efficacité de la détection et on réduit le coût. Une seule sonde est nécessaire pour les patients de morphologie diverses, qu'ils soient minces ou obèses. Et on a un algorithme qui permet de réduire l'impact du tissu adipeux sous-cutané sur la détection et on améliore ainsi la précision des mesures. Pardon, la précédente?
Et donc, ça permet de faire la distinction entre graisse cutanée et le tissu hépatique. Donc, on a ces avantages de la technique. La suivante. Alors, vous voyez le rapport d'examen, comment il vous est présenté. Donc, il vous est présenté d'une part sur la gauche, vous avez l'élasticité, la rigidité du foie. Donc, ça va d'un chiffre qui est bas et c'est marqué, vous voyez, avec la flèche en vert. Donc, vert, ça veut dire 5,7 kPa et vert, ça veut dire qu'il n'y a pas de fibrose importante. Et ça va jusqu'au rouge où il y a une fibrose importante. Et puis, vous avez l'UAP, la stéatose 223, donc pas énormément de stéatose. Et là aussi, vous avez une échelle qui va du vert quand tout va bien jusqu'au rouge quand ça va mal. Et donc, c'est intéressant que vous ayez aussi ces rendus des résultats pour savoir aussi que vous avez cette possibilité de rendre le résultat au patient et de lui expliquer avec des mots simples. Alors, ce qui est bien aussi, c'est l'IQR, c'est le fait que l'examen est reproductible. Vous avez plusieurs mesures à faire et vous voyez que les mesures montrent que cet examen est reproductible, donc ça permet de qualifier la bonne technique utilisée. La suivante. Alors, vous voyez la référence. Alors, les références sont différentes pour une maladie ou une autre, parce que ce n'est pas exactement les mêmes abals. Donc, il y a eu des études qui ont été faites en comparant l'élasticité avec les biopsies, et vous voyez les cut-offs, ce qu'on appelle les thresholds, c'est pour la mâche, en dessous de 8, vous êtes atteinte minime, en dessous de 12, vous avez atteinte modérée, au-dessus de 12, c'est une fibrose avancée F3, au-dessus de 20, c'est une cirrhose. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes pour toutes les pathologies. Vous voyez que pour l'hépatite B, on estime qu'au-dessus de 12, c'est une cirrhose, au-dessus de 9, c'est une fibrose avancée. Et donc, c'est un moyen aussi de hiérarchiser la priorité pour un traitement. Au-dessus de 9, donc, vous allez vers le traitement antiviral et vous allez aussi vers le dépistage du carcinome hépatocellulaire où la maladie est plus avancée. Donc, vous avez un moyen d'informer vos patients. Et puis, vous avez pour l'hépatite C aussi, vous voyez, 9,3 pour F3 et pour F4. Donc, vous avez ces références, ces chartes qui vous sont communiquées qui permettent de mieux conseiller le malade. La suivante. Alors, vous avez aussi pour la stéatose, donc les références, et vous voyez que au-dessus de 300, c'est une stéatose sévère, S3. Au-dessus de 270, c'est modéré, S2. Si on a moins que 244, il y a pas tellement de stéatose, c'est normal. Donc, vous avez aussi cette règle qui où se situe votre patient. Donc, c'est bien, c'est intéressant, et vous voyez que c'est facilement explicable au patient. Vous dites, voilà, vous êtes dans une zone verte, tout va bien. Attention, vous approchez de la zone rouge et il faut faire un effort, notamment s'il y a beaucoup de stéatose. Il faut essayer de faire un régime. S'il y a une obésité, d'avoir une activité physique régulière, de diminuer l'alimentation en sucre. Donc, ça se suit tout de suite de recommandations. La suivante. Alors, vous voyez, vous avez plus de 320 publications évaluées par des pairs depuis 2014. Vous avez des publications sur l'efficacité, sur les maladies différentes auto-immunes, sur la cirrhose, sur l'hépatite B, l'hépatite C. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de publications qui montrent aussi la qualité, finalement, des données, que ce soit reproductible et que ce soit publié dans des bons journaux. La suivante. Alors, vous avez davantage, pardon, la précédente. Ça s'est Prévenchine avec plus de 5,7 millions d'utilisateurs adultes. Il y a eu des études cliniques pour l'évaluation du médicament contre le VIH de Gilead, des études multicentriques aux États-Unis en cours, et aussi vous avez des études en Chine avec le professeur Lai Wei. Vous avez des études multicentriques en Italie en cours aussi avec le professeur Brunetto. Vous avez des études aussi à travers le monde qui confirment l'intérêt de cet outil pour le diagnostic et le suivi des malades. La suivante. Alors, vous voyez encore les recommandations dans les directives relatives aux hépatites virales. Pour bien sûr l'hépatite B, donc l'OMS recommande pour la prévention, pour décider d'un traitement. Et donc c'est important. Les associations aussi médicales chinoises le recommandent fortement.
Pour l'hépatite C aussi, c'est le suivi après guérison. Et donc, vous voyez bien que les différentes recommandations, OMS, il y a des consensus d'experts qui disent qu'il faut utiliser l'élastographie pour le suivi, la prise en charge du malade. Donc, prioriser pour l'accès au traitement, après traitement pour surveiller que la fibrose régresse, et puis aussi, si le patient a une fibrose importante, faire le dépistage du cancer du foie. La suivante. Alors, le CDC, Center for Disease Control, qui est un centre très important qui fait les recommandations pour les États-Unis, mais qui sont suivies à travers le monde. Il faut faire le dépistage universel de l'hépatite B pour tout le monde, puisque c'est une maladie qui peut entraîner une cirrhose d'un cancer. Il faut dépister les femmes enceintes, donc il faut dépister avec la sérologie de l'hépatite B au moins une fois toute personne pour voir si elle a l'hépatite B. S'il n'a pas l'hépatite B, il faut aussi faire un vaccin et protéger. La suivante. Vous voyez aussi l'évaluation médicale des personnes positives à l'antigène HBs de surface. Et vous voyez qu'on doit aussi évaluer la fibrose. Et là, c'est souligné en jaune avec élastographie pour voir le degré de fibrose. Alors souvent, les gens recommandent aussi deux examens différents complémentaires. Un examen qui est l'élastographie, un examen complémentaire qui a une technique différente, une prise de sang par exemple, pour faire le FIB4 par exemple, qui est gratuit et qui est un algorithme dans la prise de sang qui permet de dire aussi, confirmer la fibrose évaluée par élastographie. La suivante. Alors vous voyez, pour l'évaluation, le suivi du traitement, donc là c'est un algorithme qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Vous voyez, on fait initialement un test sérologique, est-ce que la personne a une hépatite B ou pas. Si la personne a une hépatite B, elle a antigène HBs positif, on évalue les signes cliniques, l'hépatomégalie, la splénomégalie, on fait un examen clinique, et puis le plus souvent, il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de signes cliniques, parce que ce sont des maladies asymptomatiques jusqu'à que ça évolue vers une maladie grave. Et là, on fait l'élastographie pour mesurer la rigidité hépatique, dire s'il y a une fibrose avancée ou pas. Et on peut faire le test d'APRI, qui sont juste les azates et les plaquettes. Donc, si les plaquettes sont diminuées, c'est un signe de maladie avancée. Et puis, on permet, si l'élastographie est élevée, on doit faire le dépistage du cancer du foie avec une échographie abdominale tous les 6 mois. Et donc, il ne faut pas hésiter, lorsqu'on suit un patient, sans traitement ou avec traitement, de refaire l'élastographie une fois par an pour voir si la maladie a progressé et qu'il faut un traitement. Si sous traitement, la fibrose a régressé. Et puis, bien sûr, s'il faut faire une échographie abdominale en cas de maladie qui a progressé. La suivante, s'il vous plaît. Alors, vous voyez que l'évaluation régulière de la fibrose hépatique est nécessaire au diagnostic, au traitement, à la prise en charge de l'infection chronique par le virus de l'hépatite B. On fait une évaluation initiale des maladies hépatiques et on détecte la fibrose chez les personnes et on surveille tous les 12 mois. Et donc, on voit qu'il y a besoin à un moment donné pour initier le traitement et on voit aussi qu'à certains moments, c'est nécessaire pour surveiller l'efficacité du traitement. Donc, dans les recommandations de l'OMS, mais de beaucoup de sociétés savantes, on dit à un moment donné, il faut traiter si la charge virale est élevée, si les transaminases sont élevées, mais surtout si la fibrose devient importante, au-dessus de F2, de F3, c'est qu'il y a un risque de progression vers la cirrhose, le cancer, et qu'il est utile de traiter les patients. La suivante. Et donc, vous voyez aussi, pour d'autres recommandations, les recommandations aussi qui nous viennent d'Asie. Il faut savoir qu'en Asie, il y a une très grande expérience, parce qu'il y a de très grandes connaissances. La prévalence de l'hépatite B est très fréquente et il y existe beaucoup d'experts qui connaissent très très bien la prise en charge des malades. Il est recommandé de réaliser un bilan sanguin complet, un bilan biochimique, un dosage de l'alpha-fétoprotéine, une échographie abdominale et un examen diagnostique non invasif de la fibrose hépatique tous les 6 à 12 mois et une biopsie hépatique si nécessaire, si les examens ne sont pas concluants. Mais actuellement, on fait beaucoup moins de biopsie hépatique parce que c'est invasif, parce qu'il y a un risque de complications et on fait plus de marqueurs non invasifs. Et donc, s'il y a indication à un traitement antiviral, s'il y a une fibrose hépatique, on doit instaurer sans délai le traitement. La suivante.
Donc ça, c'est la deuxième partie. Et je pense qu'à la troisième partie, nous allons passer par un peu un cas clinique pendant que Stan met en place cette diapositive. Alors, je suis très heureux de discuter avec des collègues, avec et donc on aura une discussion, on va prendre du temps pour répondre, parce que la priorité aussi de cette formation, c'est de discuter avec nos amis, tous nos amis, nos collègues, nos amis africains. Alors je vois qu'il y a le docteur Koulibaly, le docteur Ahmedi qui nous ont rejoints. Donc on va prendre le temps avec Brenda de répondre à toutes les questions. Et Brenda va sélectionner les questions, elle va les poser pour que tout le monde les entende. Et puis je vais y répondre si j'y arrive. Alors maintenant, on va passer à des créations de cas d'élastographie transitoire. Et donc, si on peut avoir les diapositives en plus grand format, Stan, s'il vous plaît. Excusez-moi, je vais vous mettre la troisième partie, pardon. Merci beaucoup, Stan. Merci beaucoup. Et donc là, on va discuter de cas et de cas cliniques pour pouvoir ensuite rapidement discuter avec vous. Et donc, Excusez-moi, je ne suis pas en train de montrer la bonne slide. Juste une seconde, s'il vous plaît. non, je vous en prie, je vous en prie. I think you're timing it well, Tariq. Plus de temps. Plus de temps? 20 minutes. Okay, so I will do 5 minutes and then take all the questions. Vous voyez la slide sur la troisième présentation là? Oui, très bien. Parfait. Mais je peux l'avoir en plus grand? Non, c'est bon, sinon c'est bon. C'est bon? La suivante? Stand lower right corner. There's a little camera button. Yes. Perfect. Parfait. Ah, perfect. So, Hans Popper était un grand pathologiste, professeur des pathologies, et il avait dit quiconque parvient à stopper, à retarder la fibrose hépatique sera capable de guérir la plupart des maladies chroniques du foie. Donc, il avait cette vision déjà de dire que la fibrose est importante. Et je sais que Bob Gish a rencontré le professeur Hans Popper à Chicago il y a très longtemps. Diapositive suivante. Alors, vous voyez qu'il y a une forte concordance avec la biopsie hépatique. Donc, ça, c'est beaucoup d'études qui ont montré que la fibrose, vous voyez à gauche F1, F2, F3, F4, qui a une très bonne ROC qui montre que le test est très spécifique. Et donc, on peut, avec l'élasticité, dire si le patient est F1, F2, F3, F4. Donc, ça, c'est une étude de 412 patients qui a montré que dans l'hépatite B, l'élastographie était très bien corrélée à la biopsie. La suivante. Vous voyez que ça peut être utilisé efficacement. Le test d'élastographie transitoire du foie peut être utilisé comme méthode de suivi du traitement antiviral de l'hépatite B chronique. Et donc, c'est très intéressant. J'ai une étude de plus de 100 patients qui étaient traités par tenofovir et on voit que l'efficacité peut être mesurée. La suivante. Ici, vous avez aussi l'insuffisance hépatique post-transplantation. Donc, c'est intéressant aussi. C'est des patients atteints d'un cancer du foie associé à l'hépatite B, avec 247 patients consécutifs qui vont subir une hépatectomie. Et au fait, c'est intéressant parce que si le foie non tumoral est malade, il y a un risque d'insuffisance hépatique. Et donc, c'est intéressant de faire cette élasticité pour dire ben, il n'y a pas de risque, le patient peut être opéré, il n'y aura pas de décompensation. Donc, l'élastographie transitoire est utile aux chirurgiens pour prendre des décisions thérapeutiques avant une chirurgie. La suivante. Donc là, vous voyez une information, c'est un patient de 45 ans, de sexe féminin, connaissance de l'hépatite B depuis 1 an, antigène HBs positif, des plaquettes qui sont un peu basses, 120 000. Ça peut témoigner quand même d'une maladie un peu avancée. Le score CAP 290, donc ça montre qu'il y a aussi une stéatose associée à l'hépatite B, donc peut-être une maladie métabolique. Il faut voir l'index de masse corporelle, s'il y a un surpoids, s'il y a un diabète. Et puis, vous avez une infection par l'hépatite B confirmée, et puis une élévation du CAP. La suivante.
Donc, vous voyez les transaminases, les azates un peu augmentés, les alates, les plaquettes qui sont un peu faibles, mais tout le reste par ailleurs est normal. Et puis finalement, une fonction rénale qui est conservée. La suivante, s'il vous plaît. Vous voyez avant le traitement du foie, liver fitness, donc l'élasticité 13 kPa. Donc c'est une fibrose avancée quand même, F3, F4, il y a un risque de cirrhose. Et puis vous avez aussi la stéatose sur la droite, 258. Donc finalement une femme avec une hépatite B, avec une maladie métabolique, une fibrose avancée, une stéatose. La suivante, s'il vous plaît. Et après traitement du foie, vous voyez, l'élasticité a diminué, 8,6 kPa, donc F1, F2, un peu moins de stéatose aussi, grâce peut-être à un régime, une activité physique. Donc c'est important, et en même temps, on peut remettre ce résultat au patient. Ça l'encourage pour prendre bien le traitement, faire bien le suivi, suivre les règles hygiéno-diététiques, donc c'est très intéressant. La suivante. Voilà. Donc, pour suivre les recommandations de Dr Guiche et de son équipe, on arrête maintenant pour prendre les questions. Et donc, je vais prendre toutes les questions que vous souhaitez. Est-ce que Brenda, vous voulez faire la modération et poser les questions? Merci, Brenda. Je peux poser? Thank you, Brenda. Professeur Ken, vous voulez poser une Oui, question? Allez-y. très bien. Merci beaucoup, professeur, pour ce brillant exposé. Donc, moi, je suis le professeur Khan. Je suis le coordonnateur du programme national de lutte contre les hépatites au Sénégal. Je voudrais vous remercier également le docteur Guis pour ces formations qui me semblent extrêmement importantes, notamment pour les prestataires en matière de prise en charge des hépatites de manière générale. Bon, je ne vais pas être très long parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je voudrais en fait connaître un peu le niveau d'accessibilité de ce test ici en Afrique. Quel est quel est son intérêt? Est-ce que ce test a beaucoup plus d'intérêt par rapport au fibroscan? Et quel est le coût actuellement en Europe et éventuellement en Afrique? Est-ce que ce test déjà est réalisé, cette exploration est réalisée en Afrique de l'Ouest en particulier, au Sénégal en particulier? Merci. Merci, professeur Khan, pour cette question très importante. Peut-être que Stan ou le docteur Guiche peut aider or High Sky. I will translate the question in English. The question is from Professor Khan from Senegal. This is a very interesting technique. What is the access of this technique in Africa? Bob, do you want to take this or would you like me to take this? I would like you to state, Stan, if there are any of the machines on the west coast of Africa or what countries there's a machine actually on site, and is the machine licensed to be sold throughout all of Africa? 2 questions. Thanks, Stan. Professeur, est-ce qu'on peut revenir vers vous par mail après la conférence? Très bien, ça marche. Très bien. Très bien. Merci. Merci, professeur Khan. Donc, on vous dira où se trouvent les machines, si elles peuvent être au Sénégal. Merci pour votre question et votre intérêt. Alors, j'ai quelques questions qui sont posées. C'est quelle est la conduite à tenir en cas de foie micronodulaire depuis 2018? Alors, je crois que dans la cirrhose, on peut avoir soit un foie macronodulaire, soit micronodulaire. Mais s'il s'agit d'une cirrhose, ce qui est très important, c'est bien sûr faire un traitement de la cause. Donc, si c'est métabolique, le traiter, si c'est hépatite B, traiter l'hépatite B, puis surtout faire un dépistage pour le risque de carcinome hépatocellulaire de cancer avec une échographie tous les 6 mois. Il y a une autre question, c'est au sujet du foie atteint jusqu'à une coloration jaune des yeux. Alors, s'il y a un ictère, s'il y a une bilirubine, bien sûr, il faut voir si cet ictère est transitoire ou si c'est un ictère qui témoigne d'une insuffisance hépatique terminale, d'une cirrhose grave. Si c'est quelque chose qui est juste transitoire, par exemple une intoxication médicamenteuse, une infection, c'est potentiellement réversible avec un bon pronostic. Si c'est une maladie grave du foie, c'est quand même plus dangereux. Brenda, do we have no questions? I took the question in the chat. Yes, there's one more coming up.
Donc, moi, je suis très content d'être avec des collègues d'Afrique où il y a beaucoup de patients, il y a beaucoup d'experts, on a besoin de discuter des choses. Peut-être, peut-être je peux poser une question, professeur, en attendant que Brenda. Bien sûr, euh, Stan, avec plaisir, bien sûr. alors, d'après la question de professeur Kahn, j'imagine que pas toutes les personnes sur ce webinaire ont accès à l'outil de mesure d'élastographie transitionnelle. Donc, ils sont en train de traiter des patients en hépatite virale sans avoir cet outil. Est-ce que, euh, imaginez que je suis un tel médecin, quels sont les changements auxquels je pourrais m'attendre dans ma pratique quotidienne et aussi du résultat avec mes patients si je venais à adopter cet outil dans ma pratique journalière? Merci, Stan, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup d'intérêts. Alors, le premier intérêt, c'est d'avoir une meilleure prise en charge des malades, parce que si on voit la sévérité, on va prioriser les patients vers un traitement, et d'autres qui vont avoir une atteinte minime à modérée, on peut patienter pour l'accès au traitement. Le deuxième intérêt majeur, c'est que si une personne a une fibrose avancée, il doit être dépisté parce qu'il y a un risque de cancer du foie, de carcinome hépatocellulaire. Et donc, il doit avoir une échographie abdominale tous les 6 mois. L'autre chose, c'est que si la fibrose est avancée, on va faire plus strict sur les recommandations de régime, de contrôle du diabète, d'activité physique régulière. Donc, c'est ça ces recommandations. L'autre élément essentiel que vous connaissez très bien, Stan aussi, c'est que un patient va adhérer aux recommandations si lui-même comprend sa maladie. Et donc, lui expliquer que la fibrose est importante, lui remettre le résultat, ça va l'encourager dans une bonne prise en charge de sa maladie. Parce qu'on pense de plus en plus que le malade, le patient, doit être acteur de sa maladie. C'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Et plus il a de bonnes explications, plus il adhère. Donc, c'est une bonne adhésion aussi au suivi au traitement de lui expliquer. Merci, professeur. Brenda, you have the question? Yes, it's in the chat. OK. Vous la voyez, professeur? Oui, je les vois très bien. Donc, il y a plusieurs questions. Je vais essayer de les prendre. Il y a une personne qui dit, j'ai entendu dire que certains de nos patients guérissent de l'hépatite B. Quelle en est la physiopathologie? Alors souvent, l'hépatite B, la première cause de transmission, c'est verticale. C'est le nouveau-né qui l'attrape par la mère qui avait l'hépatite B à l'accouchement et parce que ces personnes n'ont pas été vaccinées. Parce que le vaccin protège de l'hépatite B. C'est ce qu'on appelle la transmission verticale. Et le nouveau-né va pas avoir de système de protection, il va garder l'hépatite B à l'âge adulte et en général, on garde son hépatite B. L'autre chose, c'est que si on attrape l'hépatite B alors qu'on est adulte, on peut avoir là une réponse immunitaire et guérir spontanément. Donc certaines personnes guérissent de l'hépatite B au moment où ils ont une hépatite aiguë. Alors il y a une autre question, c'est euh, alors il y a une autre question par rapport à cette technique et par rapport au fibroscan. On demande est-ce que ce sont des mêmes techniques? Maybe Fiona or Dr. Gish, there's many questions according to FibroScan from EcoSense and these techniques. And they said, what are the difference or the similarities between the two techniques? Je peux répondre si vous voulez. Ah, merci Stan. Stan va Alors, répondre. la technique d'échographie transitoire est exactement la même sur une machine ou l'autre. Nous avons, toutes les deux machines ont une sonde avec une vibration mécanique de 50 Hertz. C'est très important que la vibration soit mécanique parce que la vitesse de propagation de l'onde mécanique dans le foie dépend de la fréquence de l'impulsion. Toutes les deux machines utilisent des ultrasons pour suivre, comme on l'a entendu dans la présentation, pour suivre la propagation de cette onde. La différence entre les deux machines, c'est que notre sonde, la sonde donc du iLift Touch, faite par HiSky, est une sonde qui réussit à juger la profondeur du foie dans le patient. Et donc, il n'y a pas besoin d'avoir 2 ou 3 sondes pour pouvoir traiter la gamme de différents patients que vous aurez.
numéro un. Et numéro deux, il n'y a pas de possibilité d'erreur parce qu'on peut prendre la sonde inadaptée avec certaines machines et dans ce cas-là, vous allez avoir un résultat qui est probablement non correct. Avec notre sonde, ceci se fait automatiquement. Nous avons aussi travaillé sur une plateforme dont on a parlé très très brièvement, qui est la quantification de l'échographie en retour pour permettre aussi des évaluations bien plus poussées. Aujourd'hui, c'est dans le mode recherche. Nous espérons que ça va être disponible d'ici la fin de l'année pour pouvoir établir, par exemple, est-ce que le patient est proche d'une stéatohépatite, du MASH, ou est-ce que ce patient qui a peut-être un foie gras est suffisamment éloigné du bord auquel on commence à dire que vous avez un MASH pour pouvoir être relativement serein malgré la présence du foie gras. Alors, Stan, il y a une question, au fait, sur la maintenance ou le calibrage des sondes. Mhm. Mhm. Une fois que l'appareil, si vous voulez, est fourni, est-ce qu'il y a une garantie, une maintenance, un calibrage et comment Tout à fait. fait-on? Combien on a besoin de formation pour faire l'examen? Quelle est la durée de la formation? Combien d'examens doit-on faire? Alors, la première question, c'était sur la calibration de la machine. C'est la sonde qui est calibrée. Notre sonde est calibrée euh, chaque 30 000 impulsions. Comme notre taux de réussite d'un examen est typiquement dans les 100%, 99%, ceci correspond à 3 000 examens. Nous n'avons pas de limite dans le temps. Donc, ce n'est pas une question de devoir calibrer la sonde chaque année. Et donc, la partie logistique et de disponibilité de la machine est supérieure avec notre système. Pour la formation, c'est une formation, disons, de réflexe. Ce n'est pas une formation académique comme le serait, par exemple, pour comprendre comment un secteur d'échographie reflète l'anatomie. C'est un peu comme euh, aller en bicyclette. Au tout début, la personne qui n'a jamais fait de bicyclette doit acquérir quelques réflexes de base, de pédaler, de tourner le guidon dans la bonne direction, etc. Et au bout d'un certain temps, ces réflexes deviennent incorporés. C'est la même chose avec notre machine. Typiquement, Bob Gish nous a dit hier que entre 20 et 50 patients faits avec surveillance amène une personne à un bon niveau dextérité avec la machine. De nouveau, c'est une question de réflexe, c'est pas une question intellectuelle. C'est une question de réflexes qui peuvent être inculqués non seulement à des médecins, mais aussi à du personnel infirmier, voire même du personnel technique. Personnellement, je suis ingénieur, je ne suis pas un personnel médical, mais je peux sortir un résultat valide. Ce que je ne peux pas faire, par contre, c'est l'interpréter. Ça reste du domaine médical. Stan, je vous remercie. Je profite des dernières minutes pour remercier High Sky, Fiona. Je remercie toute l'équipe de Bob Gish, Brenda. Stan, je vous remercie pour votre excellent français, votre facilité, m'avoir soutenu pendant ce topo. J'étais très heureux de participer à ça. C'est un plaisir. Merci à vous tous. Et peut-être, si quelqu'un veut dire le mot de la fin, je donne la parole à qui le souhaite. Peut-être Stan, si vous voulez conclure, ou Bob Gish, si vous voulez dire un mot. Moi, je veux Avec bien plaisir. sûr, mais peut-être Bob, if you want to say a final word, I will translate it at the end because it's really it's your show, Bob. Well, it's the team here that I think has been very successful. And final words would be to thank Brenda for setting this up and continuing through WhatsApp with our direct communications, the enthusiasm of the west coast of Africa. I will say all Africa. And I just want to describe this device, elastography, attenuation scores, as the vital sign of the liver alongside blood pressure, pulse, temperature, weight, BMI. So really think about this as being a key part of evaluating your liver patients. And High Sky team, Zaniel, Reed, Fiona, you did a great job helping to set up the slides. Stan, great collaboration. And Tarek, your French was parfait. Merci beaucoup. Merci, merci.